Par rapport à comment les acteurs qui ont une appartenance partisane mettent en sommeil leurs identités à Tahrir, alors ça c'est très intéressant à observer. Au début c'est une stratégie politique. Une stratégie de on n'a pas d'appartenance. C'est une stratégie des frères musulmans puisqu'ils ont été arrêtés à la veille du 25 janvier. Ils savent très bien que s'ils essayent au moindre moment de dire on est à l'avant-garde de ce mouvement, ils vont se faire attaquer par les forces de l'ordre et aussi ils n'auront plus le soutien occidental, entre guillemets, parce qu'on va dire « Ah, regardez, c'est des barbus, c'est des islamistes, on laisse tomber ». Mais donc eux, c'est vraiment une stratégie où ils se disent « Non, non, nous, on ne se présente pas ». Mais ça, c'est devant les médias. Sur la place, on sait très bien où sont les frères, où sont les gauchistes. Les frères, ils ont un coin aux côtés du KFC, on sait très bien où ils sont. Oui, aux côtés du KFC, entre le KFC et le Pizza Hut. Et de l'autre côté, du côté de la mosquée, il y a les gauchistes. Mais c'est très marrant de voir les stratégies sur place. C'est-à-dire que moi, j'ai cette conversation absolument... Enfin, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et il y a un militant gauchiste qui arrive et il voit une amie à moi qui est elle aussi dans les cercles culturels et qui lui fait « On a besoin de trouver de l'argent tout de suite. Il faut qu'on ramène des grandes baffes, des écouteurs pour mettre du rock à fond en face des barbus qui sont en train de parler. » Et dès qu'il y avait un journaliste, il disait « Non, non, mais nous, les frères musulmans, c'est nos amis. On est tous ensemble contre Moubarak. » Mais il y avait des stratégies internes liées à la place, à la disposition de la place, de comment on fait pour parler plus fort que l'autre, tout simplement. Qui c'est qui va parler plus fort que l'autre? Et après, ils venaient de temps en temps, on discutait, tout va bien, non, non, il n'y a pas de problème. Et dès qu'il y en avait un qui essayait d'avoir un slogan particulariste, dire voilà, slogan frères musulmans, il se faisait attaquer par les autres en disant non, non, les slogans du type l'islam est la solution, etc., on ne veut pas de ça ici, on verra après. Bon, maintenant, on voit que dans l'après, la configuration a complètement changé. Voilà, bon, je vais... Bon, donc, pour essayer de ne pas trop perdre de temps, surtout rattraper le temps. Donc je ne vais pas présenter les auteurs, les prochains intervenants, ni présenter la thématique que vous l'avez sur le programme. Bon, moi je vais faire quelques considérations, si vous le permettez. Encore, il y en a deux déjà. Mais ils t'entendent pas, ça c'est pour l'enregistrement. Non, mais il y en a encore un autre là. Ah oui, c'est pas possible. Trois? Il y en a un, là, un. Est-ce que vous mettiez mieux en fait, celle-là, ça il faut mettre sur la... Ouais. Et ça c'est pour les questions. D'accord. Bon, alors, en fait, en tout cas, le titre de cette partie, c'est les lendemains révolutionnaires. Mais on peut se poser la question de savoir si on est au lendemain d'une révolution. Et ce matin, comme cet après-midi, il y a eu toute une série de présentations où, en fait, il semble que le débat est prématuré et qu'on ne peut pas décider entre révolte et révolution. Mais en tout cas, on peut penser qu'on a affaire à une lame de fond qui est en train de soulever cette région du monde qui jusqu'ici était associée plutôt pour aller vite au terrorisme, à l'islamisme, à la dictature, au pétrole. Et voilà qu'il y a une résurgence d'un mouvement assez original. Donc, au-delà des mots, là aussi, ce matin, on a beaucoup... en tout cas, la première intervention autour de la Chine, on a parlé de la révolution du jasmin. En tout cas, le jasmin s'exporte. Mais il faut rappeler peut-être qu'en Tunisie, ou en tout cas pour certains Tunisiens, la révolution du jasmin n'est pas le terme adéquat pour différentes raisons et qu'il y a même une fracture à l'intérieur. Jasmin, ça renverrait à une conception libérale des choses, alors qu'il y a peut-être un mouvement révolutionnaire qui demande un plus grand approfondissement. La même chose, printemps arabe. Bon, on l'a collé sur l'exemple de Prague. Là aussi, j'ai oublié en fait de remercier quand même Mounia d'avoir organisé ce colloque et d'avoir organisé cette journée avec donc l'association Mosaïque. Pourquoi? Parce qu'elle donne la possibilité à l'université, aux intellectuels, mais aussi aux citoyens, de réfléchir sur des événements extrêmement chauds et extrêmement importants. Donc, au-delà des mots, parce que là aussi, Fariba, en fait, qui a présenté quelque chose d'extrêmement intéressant, a plusieurs reprises parlé de la rue arabe. Est-ce qu'on parlerait de la rue française ou est-ce qu'on parlerait de la rue suisse? La rue arabe, en fait, il y a quand même une connotation qui renvoie justement à l'impossibilité dans ces pays de s'organiser de façon autogérée, de façon consciente, rationnelle. Donc, la rue arabe renvoie quand même à la multitude, à la masse, à l'anarchie, au désordre. Donc là aussi, les mots ne sont pas innocents. Donc au-delà des mots, au-delà des récupérations aussi, on voit très bien ce qui se passe, l'intervention en Libye, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est développer un certain nombre de considérations anthropologiques. Je suis anthropologue. Là aussi, l'intérêt de Mounia, c'est d'avoir ouvert ces révolutions
enfin pour les appeler comme ça, enfin, révolution entre guillemets, à d'autres espaces, la Chine, l'Iran, mais aussi, bien sûr, il y a l'Amérique latine, il y a bien d'autres espaces. Donc la dimension comparative est absolument fondamentale. On sait très bien en tant qu'anthropologue que le particulier se nourrit de l'universel et l'universel éclaire le particulier. Donc c'est extrêmement important de faire cette dimension comparative, sinon on n'y comprendrait rien et puis on serait justement enfermé dans une perspective un peu trop réductionniste. Donc je m'intéresse en tant qu'anthropologue. Et si vous le permettez, je m'intéresse aussi en tant que citoyen suisse, bon, on va dire européen, on n'est pas encore dans l'Europe, mais enfin pourquoi pas, mais aussi tunisien. Je peux dire, en fait, peut-être rappeler que peut-être la dictature de Ben Ali, elle a commencé avec Bourguiba. Hein, et moi, je suis parmi, disons, la première génération d'extrême gauche qui ont été, disons, réprimés par le régime de Bourguiba. Et pour dire, en fait, que cette dictature, moi, j'ai eu des camarades qui ont passé 5-10 ans dans les prisons à l'époque, torturés, etc. Donc, c'est pour dire que cette dictature dure quand même depuis 50 ans. Et Michel Camon le sait très bien, il en parlera. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est dégager, en fait, d'un point de vue anthropologique, la dimension symbolique. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, finalement, la symbolique, c'est-à-dire je ne parlerai pas de structure, parce que c'est des gros mots et on ne veut même plus parler de structure, on parle de fluide, etc. Moi, je parlerai plutôt des soubassements, hein, pour ne pas entrer dans les gros concepts, soubassements d'un tel mouvement de fond. Alors, ce soubassement m'intéresse donc en tant qu'anthropologue, en tant que militant, d'autant plus que ce qui a été dit tout à l'heure par rapport justement à ce qui a précédé le 14 janvier, les grèves dans le bassin minier de Metlaoui Rdaïf de Gafsa en 2008, moi j'ai fait du terrain dans la région et je connais bien cette région. Et c'est vrai que ce mouvement, il y a toujours eu des mouvements. Il y a toujours eu des mouvements de contestation, d'organisation. C'est quand même une société aussi organisée politiquement, même s'il y avait la répression. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la dimension symbolique, mais articulée à la capacité d'action, hein, la capacité d'agir. D'ailleurs, on en a parlé là, ce matin et cet après-midi, des différents acteurs. Et ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, c'est le lien social. C'est ce que ces mouvements ont posé comme question par rapport au lien social, par rapport à l'être ensemble, par rapport à la question de l'autonomie, par rapport à la question qui est absolument importante, qui a consisté tout simplement, qu'on soit en Libye, en Tunisie, en Égypte, les gens, quand on leur pose la question, ils disent « mais on ne s'appartenait plus, je ne me sentais pas égyptienne, je ne me sentais pas tunisien, on nous a dépossédés de nous-mêmes ». Et en fait, la question est la suivante, en fait, de quoi sommes-nous le nom, hein, et c'est ça qui m'a en fait poussé à me dire, au fond, je vais poser cette question, de quoi les révolutions arabes sont-elles le nom? Donc, d'essayer de comprendre finalement de quoi cela relève-t-il, et je mets entre parenthèses, entre guillemets, révolution arabe. Là aussi, toujours dans la perspective de l'ouverture, et aussi, comme je l'ai dit, c'est prématuré. Alors, je partirai tout d'abord d'un constat. L'éruption récente des révoltes dans plusieurs pays arabes a sidéré l'opinion publique partout dans le monde. Elle a non seulement pris de court l'ensemble des observateurs, mais aussi des analystes, il faut le dire, hein, mais elle a surpris aussi par son ampleur et sa radicalité. Pas la radicalité qu'on pensait, hein, qu'on attendait, c'est radicalité terroriste, islamiste, pas du tout. Radicalité dans la revendication démocratique et citoyenne. Alors comment interpréter un tel bouleversement si inattendu? De quel cadre symbolique et anthropologique relève-t-il? Et je poserai la question, peut-être, d'où ces mouvements tireraient leur rationalité? Pour ne pas tomber dans le schéma de Fukuyama, la réalisation universelle de la démocratie, et pour poser la question de Foucault par rapport à la révolution iranienne de 1978, à savoir, il était un des rares à dire, mais en fait, voilà, c'est une révolution qui ne relève pas des catégories habituelles de l'Occident, et du coup, on ne la comprend pas ou on ne veut pas la comprendre. Alors, de quelle forme eschatologique également relève-t-elle? Mais eschatologique, pas dans le sens religieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune revendication au nom de la religion, ni au nom d'une idéologie, et encore moins d'un guide suprême ou d'un combattant suprême, ceux dont on avait l'habitude et dont on a encore quelques traces encore dans les régimes, comme par exemple en Libye. Bon, alors, cette transformation, ce bouleversement est d'autant plus troublant que tous les pays arabes, et je schématise vraiment, je vais très vite, sans exception, étaient jusqu'ici gouvernés par des régimes autoritaires. Donc là aussi, c'est de gros mots,
Mounia me regarde, mais enfin bon, ça peut se discuter, etc. Mais enfin, pour aller vite des régimes autoritaires. Bon, que ces régimes soient des monarchies absolues ou, j'aime bien dire, des républiques héréditaires. Ben Ali, qui préparait, Assad, enfin, il a déjà hérité de son père, Moubarak, le fils Moubarak, devait hériter de son père, etc. Alors, que s'est-il passé pour que de telles structures autoritaires qui avaient leur relais dans la société, bien sûr, structures autoritaires au niveau de la famille, patriarcale, au niveau même parfois de la société tribale, par exemple au Yémen et en Libye, etc. Que s'est-il passé face à un tel vent d'émancipation qui a mobilisé tous ces acteurs et bien sûr parmi eux les jeunes, mais pas seulement. Enfin, on a beaucoup parlé des jeunes, mais il y a aussi des anciens. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, enfin pas pour l'anecdote, c'est un élément important. Vous parlez tout à l'heure justement des jeunes, le 14 janvier, devant le ministère de l'Intérieur, donc la manifestation décisive, et mes collègues ou mes camarades en fait, d'extrême gauche ou politisés, en fait, 50 ans, 60 ans et plus, ils étaient dans la manifestation et ils n'osaient pas crier « Dégage Ben Ali !» parce que, justement, c'est les jeunes qui ont commencé à le faire. Et puis, ils n'osaient pas, puis tout d'un coup, ils ont commencé à dire « Dégage Ben Ali !» C'est juste pour corroborer cette idée, en fait, qu'il y a aussi, ce n'est pas une coupure de génération, mais il y a aussi une manière d'approcher les phénomènes assez dissemblable entre une ancienne ces générations qui s'inscrivaient dans le parti politique, dans le jeu politique, et puis une jeunesse complètement, enfin, entre guillemets, émancipée, disons, de ces contraintes. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces sociétés fermées, entre guillemets, là aussi? Justement, peut-être que je dis fermées exprès, de façon provocatrice, pour montrer peut-être qu'elles n'étaient pas tant que ça. Elles n'étaient peut-être pas fermées. Alors, on a pensé qu'elles étaient fermées, mais enfin, partant de l'idée qu'elles étaient fermées, mais voilà, elles s'ouvrent. Alors, il y a un regain dans le politique, il y a un regain dans le sens civique. On a réaffirmé, en dehors de tout clivage et obédience politique, religieuse ou idéologique, la primauté de l'être ensemble, et on a appelé au renouvellement du contrat social. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on va vraiment au fond des choses, c'est-à-dire renouveler le contrat social. Qu'est-ce qu'être ensemble? Comment vivre ensemble? Et bien sûr, ça passe à travers la justice, la dignité, l'égalité, la liberté et la démocratie. Donc derrière les mots, il y a toutes ces réalités beaucoup plus fondamentales. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il ne fallait pas reprendre un certain nombre de questions qui ont mobilisé jusqu'ici l'attention des analystes, y compris donc, toutes les personnes qui sont ici, enfin, disons des social scientists, donc ceux qui travaillent dans les sciences sociales, qu'ils soient politologues, anthropologues, sociologues, et qui a aussi mobilisé l'opinion et qui ont été à l'origine de jugements parfois hâtifs, sinon lapidaires, sur les sociétés arabes et plus largement musulmanes, et y compris donc les théories scientifiques elles-mêmes. Alors, je vais donc soulever 3 questions, et je vais les traiter vraiment rapidement et de façon schématique. Vous ne m'en voudrez pas. Je pourrais argumenter dans un autre lieu ou dans un autre espace s'il y a un temps pour la discussion. C'est le rapport de la religion à la sécularité. La question de la condition de la femme, là aussi entre guillemets, enfin c'est pas pour sacrifier à cette manipulation ou instrumentalisation de la femme dans la mise au ban des sociétés arabes ou musulmanes en général, donc la condition de la femme et son émancipation, et enfin l'exercice de la violence et des formes du sacrifice qui l'accompagnent. Donc pour moi, ce sont des questions anthropologiques, bien sûr, qui intéressent aussi les politologues et les sociologues, mais anthropologiques dans le sens où j'essaie de comprendre un peu l'agencement qu'il y a derrière. Donc ce ne sont que 3 éléments parmi d'autres, bien sûr, et je ne dis pas que c'est des éléments absolument les seuls ou décisifs, bien que quelque part, quand même, ils le sont.